Mes amis, je suis très honoré puisque je suis reçu au Capitole. Je n'avais jamais mis les pieds dans le Capitole. Je suis reçu par Monsieur Bolzan, le maire, l'adjoint au maire, chargé du bien manger, c'est ça? Tout à fait, c'est ça, le seul élu en France à avoir ce positionnement. Alors, Monsieur Bolzan, en fait, il a un nom d'origine vénitienne, donc là, je suis encore plus sous le charme. Monsieur Bolzan est aussi radical valoisien, c'est une espèce en voie de disparition. Non, pas moi disparition, justement, quand je vois les réseaux un peu sociaux, que je vois les galettes de chaque parti, je me dis que finalement, tout le monde va arriver à notre niveau. Donc on sera au même niveau que les autres partis. Bon, donc pour ceux qui ne savent pas, je traduis, les radicaux valoisiens, c'est les radicaux de droite qui sont place de Valois à Paris et qui maintenant vous avez créé un club de bridge autour de ce parti. Plus que de bridge, parce que là on est un certain nombre, il faut plusieurs tables, donc... Un championnat de bridge. Et donc, M. Bolzan s'est illustré par sa présence sur les ronds-points d'agriculteurs, notamment à Carbone, où nous allons tout à l'heure. Et ça vous fait quoi d'appartenir à un univers macroniste qui a mis les agriculteurs dans la rue? Excusez-moi, je vous taquine amicalement. Bien sûr, mais moi je vais répondre. Sans parler de Macron ou quoi que ce soit, aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, et en particulier dans celui-là, c'est 20 ou 30 ans de balayage sous le tapis qui fait qu'à un moment, tout explose. Vous le voyez, dans beaucoup de domaines, dans la restauration, dans le commerce, de proximité, et là, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, c'est hyper important pour moi, qui ne suis pas agriculteur pour autant. Alors, chacun d'entre nous a eu des grands-parents ou arrière-grands-parents agriculteurs, puisque avant, c'était moins urbanisé, la France, et puis c'était le monde agricole qui était important. Pour autant, ce sont ceux qui nous nourrissent. Et si on veut manger, si on veut porter une politique publique où on dit on mange local, sainement de proximité, il faut soutenir ces gens-là. C'est eux qui vont faire. C'est pas tout ce qui arrive par le biais des grandes surfaces, des importations ou autres, qui vont faire qu'on soutiendra le bien manger. Le bien manger, c'est des produits sains, mais ces produits sains, c'est mieux quand ils sont faits localement, parce que d'une part, on maintient l'emploi localement et on maintient des villages, des vies dans les villages, on maintient l'aménagement du territoire aussi, on permet l'aménagement du territoire en maintenant l'entretien des paysages, parce que c'est eux qui le font, quoi qu'on en dise. Et puis ça permet de tisser des liens entre la métropole et la ruralité, c'est ce qu'on fait, c'est la volonté de Jean-Luc Goudet. La métropole de Toulouse. La métropole de Toulouse, bien sûr, de tisser des liens. Mon rôle, c'est avec les territoires hors métropole, que ce soit des départements, comme le Gers, les Hautes-Pyrénées, ou des intercommunalités. Là, j'ai reçu, pas plus tard que la semaine dernière, le président de l'intercommunalité de l'Ariège, pour voir comment on peut créer ce lien avec les acteurs de la métropole, puisqu'on est le bassin de consommation, et ces acteurs du monde rural qui font de la qualité, des produits qualitatifs, que ce soit en maraîchage ou en élevage. Alors, pour être transparent, puisque nous avons des lecteurs un peu exigeants qui aiment bien l'information transparente, vous êtes aussi président d'une fédération professionnelle. Alors, je suis président, mais pour être tout à fait transparent, je suis adjoint au maire en charge du bien manger à la ville de Toulouse. Redites-nous qui est le maire de Toulouse. Jean-Luc Moudin, Jean-Luc Moudin, centriste, ex-LR, qui était LR, UMP, mais à la base qui a commencé au Centre démocrate social, ensuite Force démocrate, UDF, UMP, LR, et là, il est parti des LR il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et moi, j'étais commencé CDS, Force démocrate, donc, UDF. CDS, on rappelle que c'est Centre des démocrates sociaux. Centre plutôt catho. Plutôt, oui, droite, centre droit, modéré. Il y avait des gens comme Monory à une époque. Oui, il y avait. Qui c'est qu'il y avait Bayrou, oui, au CDS. Oui, mais alors lui, UDF, il a changé beaucoup de vestes depuis. Donc ça a changé, Force démocrate, UDF. Bon, on est plutôt. Les efforts qu'il fait pour ne pas dire que Bayrou, qui est presque un voisin, plutôt centre droit, est un opportuniste qui change souvent de veste. Mais qui change, c'est-à-dire, il reste lui-même, mais c'est les bases qui changent, c'est les autres qui bougent. Voilà. Donc, c'est l'humour toulousain, ne vous faites pas de soucis. Cassoulet. Donc, quand je vais nommer en charge du bien manger, j'ai en charge la cuisine centrale de la ville de Toulouse, 35 000 repas jour. Les marchés de plein vent et les halles couvertes et le domaine de Candy, puisqu'on a un domaine qui est en régie, 30 hectares sur place et 250 hectares répartis sur la ville de Toulouse. Donc vous fabriquez notamment... Donc on fait des légumineuses, montrez la bouteille, voilà. Des légumineuses, ça, du c'est vin. Des pois cassés, n'en mangez pas, c'est très mauvais, surtout si vous êtes des bidochards. Et, voilà, et le vin, bien sûr. C'est quel cépage le vin tolosa? Alors il y a du gros mancin, il y a du merlot, et là on remplante 4 hectares de plus avec des cépages sud-ouest. J'ai pas les noms en tête, les nouveaux cépages sud-ouest. Pas. Non, mais bah, c'est pas moi le vigneron. Je suis le président de l'exploitation, donc voilà.
Alors, on rappelle quand même qu'il y a des cépages propres à Pau, au Béarn, notamment le Prunemont. Et du côté de Toulouse, est-ce que vous faites un peu de Mourvèdre? Nous, non, on va faire de la négrette, qui est sur Fronton, bien connu. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de tout ce qu'on produit sur Toulouse, c'est de le ramener dans les assiettes des Toulousains. Et ensuite, à la métropole, je suis en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Je suis président de la fédération départementale du Parti radical valoisien, le plus grand parti et le plus ancien parti. Et ensuite, je suis président de la Fédération nationale des marchés de gros de France. Ça fait quoi les marchés de gros de France? Parce que, fond, c'est au cœur du problème qu'on a aujourd'hui. Mais les marchés de gros, justement, reviennent encore plus en lumière, d'autant plus aujourd'hui et depuis quelques années, là. Ce sont des marchés, des plateformes qui ont été créées par De Gaulle dans les années 60 pour distribuer l'alimentation sur tous les territoires. Les mines. Ensuite, c'est les marchés d'intérêt nationaux. Mais il y a des marchés de gros. Tout le monde n'a pas ce statut de mine, mais c'est les mines, marchés d'intérêt nationaux, pour distribuer, justement, irriguer les territoires pour l'alimentation. Ils ont vivoté pendant des années, et puis là, depuis 5, 6, 7 ans, il y a eu la création de carreaux producteurs sur ces mines, qui sont principalement dévolus aux grossistes, puisque c'est des marchés de gros, mais les carreaux producteurs ont été intégrés, donc on a des producteurs des différentes régions qui viennent sur les mines de leur région, bien sûr, et après il y a des transferts qui se font de mine à mine. Et aujourd'hui ça revient, pourquoi? Parce que ça permet aux agriculteurs qui ont été phagocytés par la grande distribution pendant des années, d'avoir un échappatoire pour venir vendre sur ces carreaux et chercher les commerçants de proximité, que sont les restaurateurs, les épiciers, les métiers de bouche qu'il y a dans une ville. Voilà, donc on joue aujourd'hui un rôle important dans le fait d'être une plateforme de massification de la production locale. Alors bien sûr, là c'est facile à dire, facile à écrire, tout ce qu'on peut dire sur l'alimentation locale, durable, de qualité, mais c'est ensuite pour le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus complexe, vu qu'on est dans un pays qui est simple administrativement, où tout est simple à mettre en œuvre. Je ne vous explique pas l'énergie qu'il faut déployer, mais on y arrive, voilà. Comment, je vais vous taquiner, parce que sinon les gens vont dire, vous faites le lèche-cul avec les élus, vous voulez devenir macroniste. Comment vous expliquez que aucun politique ne parvienne à tuer le monstre bureaucratique qu'est devenu la France et dont les paysans se plaignent aujourd'hui? Mais aujourd'hui, il y a trop de contraintes, trop de normes. Comment on ne peut pas tuer? C'est-à-dire, d'abord, il faut que le politique reconquiert son pouvoir. C'est-à-dire que c'est le politique qui est élu par le peuple, par les habitants de la cité, par le département. Est-ce que vous avez conscience que les gens se disent mais les élections sont confisquées, c'est-à-dire qu'on par l'administration, par les médias, par les instituts de sondage, se disent mais on va à une élection et en réalité on sait déjà qui seront les têtes de gondole. Mais c'est les médias. Les médias aujourd'hui, il y a encore de plus depuis qu'il y a les chaînes d'infos en continu ou autres, ont un rôle hyper important. Enfin, on le voit sur nombre de dossiers. Ils vous mettent toute la journée des experts, certains qualifiés, d'autres qui ne sont pas qualifiés pour parler. Mais on a vu très peu, ou alors, je ne suis pas tous les jours devant la télé, mais enfin, on voit très peu d'agriculteurs, à proprement parler, qui viennent sur les plateaux défendre l'agriculture. Ils invitent des avocats, des historiens, des analystes politiques pour parler agriculture. Par contre, ils n'invitent pas d'agriculteurs pour parler histoire, politique ou du métier de l'avocat. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait quand même des acteurs qui échangent, qui discutent. Ce n'est pas pour dire toujours la même chose, mais qu'il y ait différents agriculteurs, parce qu'il y a différentes agricultures et on a besoin de toutes les agricultures. Il n'y en a pas qu'une qui est bonne. Voilà, elles sont toutes bonnes parce qu'il faut nourrir des millions d'habitants quand même. Donc il faut toutes les agricultures en allant vers le mieux. Mais en allant vers le mieux, c'est pas en contraignant, en imposant. Ça c'est bon à partir d'un bureau, sur une feuille ça marche. À partir du 1er janvier, plus par exemple de pesticides. Donc ça marche. À part que l'agriculteur, lui, d'une année sur la récolte, elle est d'une année sur l'autre. Plus de pesticides, il plante sa récolte, il a plus de revenus annuels. Plus de revenus annuels, il attend la deuxième année pour avoir, si la récolte est bonne, et trouver une alternative aux pesticides, une bonne récolte. Donc à un moment, il faut que le politique dise, ben ok, voilà la trajectoire, voilà où on veut aller, voilà l'objectif. Mais il faut y aller avec des professionnels. Il faut dire aux professionnels, voilà où on veut aller. Donc oui, non, discussion. Qu'est-ce que vous appelez les professionnels? Mais ce sont ceux qui ont la main dans le cambouis. Là, les agriculteurs. Comment vous les trouvez? Parce que moi, on me dit, la FNSEA, c'est des voyous, c'est des touristes. Vous avez les organisations professionnelles, syndicales, parce qu'il faut bien, vous pouvez pas... Parce que si vous discutez, moi j'avais la délégation du commerce précédemment. Ils sont tous adorables et je suis un fervent défenseur du commerce de proximité. Parce que si on veut que les villes vivent, il nous faut des commerces par quartier, dans la ville, dans un village, il faut le commerce.
Pour autant, ils sont tous, voilà, vous avez 10 commerçants, vous dites on va réaménager une rue, vous avez 10 versions différentes. Donc il faut, c'est en discutant, alors la discussion s'arrête aussi à un moment, puisque quand on est élu, il faut trancher, mais c'est en discutant, en mettant les acteurs autour de la table. Donc il y a les organisations professionnelles, mais il y a aussi aller à la rencontre sur le terrain, sans occulter les organisations professionnelles qui ont leur rôle à jouer, et qu'il faut, justement, c'est avec eux qu'on peut discuter. Ils sont censés, il y a une telle multiplicité d'organisations professionnelles que tout le monde est représenté. Les bio, les non-bio. Mais chez les paysans. Chez les paysans, ils sont tous. Vous avez la coordination rurale, la Confédération paysanne, la FNSEA, et voilà. Et le MODEF. Ah, celui-là, je ne connais pas. Ouais, pas. Ils sont plus, le plus au nord. C'est un mouvement qui a été créé en Charente, mais là, je m'adresse à des Chez les Bretons. Non, la Charente, c'est pas en Bretagne. Non. Ah bah bravo. Mais voilà, mais c'est Toulouse. C'est manière de mettre un peu de piquante dans Bon, et donc vous discutez plutôt avec quel syndicat? Moi, ma porte est ouverte à tous. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui n'est venu et ne discute que la Chambre d'agriculture, bon, qui est une institution, c'est pas un syndicat. Je discute avec la Chambre d'agriculture sur toutes les réunions. La FNSEA est venue me voir, les JA d'Occitanie, qui sont régions, une émanation de la FNSEA. La Confédération paysanne, 3 fois, j'ai laissé ma carte, je les ai vus dernièrement au vœu. Pour l'instant, pas de son, pas d'image. Mais moi, je ne fais pas de politique. Moi, je suis ouvert à tout. Tout le monde à sa place. C'est comme le vegan ou le viandard. Moi, je respecte tout le monde, mais il n'y a pas d'imposition en disant l'élevage, ça pollue, la viande, ça fait mal, ceci, cela, il faut manger que des graines. Donc, et je ne dis pas de mon côté, non, mais alors les insectes, ne m'en parlez pas. Tant que je serai là, il n'y aura pas d'insectes dans la ville de Toulouse. Voilà. Redites-le parce que ça va faire plaisir. Les insectes, mais ceux qui veulent en manger, qui les mangent, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on préfère le porc noir à l'apéro, ou on préfère, je sais pas moi, un bon pâté, une bonne tranche de pâté ou de saucisson, que d'avoir vous avez vu ce que c'est la démagogie. Voilà. C'est pas démagogique, regardez, vous levez, vous regardez. Mais je peux pas tourner la caméra. Regardez, voilà, hein, vous avez, c'est dommage. Mais c'est pas démagogique. Les porcs noirs, ils sont nourris à la châtaigne. Porc noir de Bigorre, au gland, dans les Hautes-Pyrénées, pour ceux qui sont allergiques au gland. Et bien ils mangent autre chose, ils mangent du porc noir gascon, ils mangent autre chose, ils peuvent manger un peu de fromage, ou, vous savez pas, un apéro ça peut se faire, c'est facile, hein, avec tous les produits qu'on a en plus en Occitanie. Non, blague à part, il faut le respecter tout le monde. Et moi je suis ouvert à tout le monde, du moment que on va dans le même sens, c'est-à-dire apporter plus d'alimentation saine, locale et durable au sein de la métropole. Après, tout est respectable, seulement vous avez des petites exploitations qui ont toute leur légitimité, mais c'est pas avec ça qu'on va nourrir la métropole. Vous avez de grandes exploitations où il faut regarder qu'est-ce qui s'y passe, mais on en a besoin aussi. C'est comme dans les marchés de gros, on a besoin du grossiste, du semi-gros et du carreau producteur, parce que chacun a son rôle à jouer en fonction de ce qu'il faut pour tel type de restaurant, la restauration collective, la GMS, les grandes et moyennes surfaces. Et voilà, donc tout le monde peut s'y retrouver. Il n'y a pas de... Est-ce que, parce que je le redis, j'en suis très fier, j'ai des lecteurs exigeants qui réfléchissent par eux-mêmes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas vivre qu'avec une agriculture de petits producteurs à l'ancienne? Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on a aussi besoin d'une agriculture industrielle pour faire de la nourriture de masse, entre guillemets? On a besoin qu'avec des petits producteurs, aujourd'hui, là. Parce que la transition, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et encore plus dans l'agriculture où il faut changer les mentalités, il faut trouver les modèles économiques, voilà. Donc je ne dis pas qu'à terme, mais aujourd'hui on a besoin à la fois des petits producteurs, sans être péjoratif, qualitatifs, qui ont la vente directe, voilà. Mais aussi on a besoin d'exploitation beaucoup plus grande, sans tomber dans les excès de la grosse industrialisation, comme on peut voir. Pas en France, je ne pense pas qu'en France on est comme en Allemagne. Oui, voilà. Bon. Ça vous choque la ferme de 1000 vaches? Moi ça ne me choque pas, mais c'est parce qu'il faut bien à un moment fournir Dans l'immédiat ça ne me choque pas, parce qu'il faut nourrir le peuple. Enfin, peut-être que dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 5 ans, avec le modèle, si on développe, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un nombre d'agriculteurs ou de producteurs qui vont partir à la retraite, il n'y a pas de repreneurs. Et moi je vois, à mon modeste niveau de la métropole, je travaille avec les communes, les 36 communes. Métropole de Toulouse. De Toulouse, pardon. Pas la métropole française. Non, la métropole de Toulouse. On travaille avec les communes sur des projets agricoles communaux. On bloque des terrains on cible pour faire du maraîchage. Mais aujourd'hui, on cherche des maraîchers, des gens qui veulent s'installer maraîchers. Ils viennent, 6 mois, ils repartent. Pourquoi? On en a trouvé 1 ou 2. Parce que la terre est basse et qu'il faut faire trop d'heures. Et c'est là le problème. Moi, je me fais engueuler par mes lecteurs qui me disent vous dites que les Français sont feignants. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas feignants. Est-ce que vous dites que les Français sont feignants?
Je ne dis pas qu'ils sont feignants, le français. Seulement, ils pensent différemment aujourd'hui. On est une société qui pense différemment de la société précédente, c'est-à-dire, je pense qu'ils veulent travailler, ils travaillent, mais à leur rythme, ils veulent plus de loisirs, avoir moins de contraintes que les prédécesseurs, mais c'est bon dans l'agriculture, c'est bon dans le médical, vous le voyez, les médecins aujourd'hui. Le médecin d'avant qui venait à 11h le soir, à 23h, à minuit, qui faisait les visites, vous n'avez plus de visites, vous n'avez plus rien aujourd'hui. Donc là aussi, dans le monde agricole, ça change. C'est pour ça que je dis, attention de ne pas être trop de tirer sur tout le monde. Il faut amener vers du plus qualitatif et des petites unités. Moi, vous savez, ce que j'aimerais, c'est de dire, voilà, la métropole, on est bassin de consommation. En zone montagne, dans les Pyrénées, par exemple, il y a des villages où, de 4 éleveurs, il ne reste plus qu'un. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de dire, bien voilà, dans ce village, vous installez 2 jeunes éleveurs, peu importe le quoi. Et nous, la métropole, par le biais de la restauration collective, de la restauration, enfin, différents acteurs, on assure à ces gens-là le débouché économique. C'est-à-dire que vous achetez, on achète, soit par le biais de nous, voilà, pendant 3-4 ans, on fait un contrat de façon à lancer la machine. Mais même là, il faut trouver des gens qui veulent s'installer. Le problème, c'est bien beau. Et moi, ma crainte, c'est de dire, à force de tirer à boulet rouge sur eux, de leur filer des normes qui sont complètement démesurées par rapport à leur activité aujourd'hui, c'est qu'on dissuade tout le monde d'être agriculteur, de finalement finir de tuer ceux qui sont en place, et après, qu'est-ce qui va nous rester? C'est de l'importation. Alors on tape sur les nôtres, mais on n'est rien sur les importations que l'on rentre, donc on n'a aucun contrôle, et c'est ça qui est un peu démagogique. Et donc, tirer par exemple sur la ferme des Villes Vaches aujourd'hui, attention que déjà, sauvons, protégeons, et que le consommateur, le même qui critique les Villes Vaches, est-ce qu'il achète local aujourd'hui? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont acheté local pendant le Covid, beaucoup d'entreprises sont montées, de jeunes start-up et tout, et qui sont mortes après, parce qu'on est vite revenu à l'achat dans la grande surface. Donc il y a beaucoup qui ont le discours le matin au café quand ils se lèvent, il faut acheter et manger bio local, et qui le soir s'arrêtent dans un hypermarché pour acheter autre chose que du local. C'est là où... Je vais vous taquiner parce que moi je pense que ce que vous dites, c'est un vrai sujet de société, c'est qu'on adore donner des leçons pour ne surtout pas les appliquer. C'est ça, surtout sur PME, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est la duplicité entre guillemets du consommateur qui dit le local, mais je vais quand même faire mes courses chez Lidl? Est-ce que vous pensez que c'est devenu un problème de société par rapport à il y a 30 ou 40 ans? Je crois parce que d'abord il y a 30 ou 40 ans, et ça revient aujourd'hui avec des jeunes. Moi, je reçois des jeunes qui disent « Regardez, on a inventé la conserve. Mais les conserves, nos grands-parents le faisaient. La consigne, on le faisait. On allait bien ramener la bouteille de lait ou autre. » Donc, il y a des choses qui étaient il y a 40-50 ans, que l'on revient. Les conserves, la consigne, enfin, tout un tas d'actions. Et local, les jeunes reviennent pour local. Mais ce que je veux dire, c'est que nous aussi, et les métropoles plus spécifiquement, on a peut-être un pouvoir par rapport à d'autres villes moyennes ou autres qui n'ont pas, c'est vis-à-vis des grandes et moyennes surfaces. Moi j'ai reçu Carrefour, ici le patron des achats Carrefour, un produit locaux, avec la chambre d'agriculture. J'ai dit, moi ce que je souhaite, alors c'était une réunion, il faut se revoir, parce que c'est pas avec une réunion qu'on résout. Je dis, moi c'est simple, vous voulez que la ville vous accompagne pour là, là et là, moi, il faut que vous nous accompagniez avec les producteurs, que vous accompagniez les producteurs. C'est-à-dire que vous ayez des rayons, mais vraiment, pas juste un poster pendant un week-end que vous laissez pendant un mois, dans votre grande surface de produits, et vous signez avec les producteurs locaux au juste prix. Et le juste prix, j'ai dit, c'est la chambre d'agriculture qui va le contrôler. C'est pas moi, je ne connais pas le juste prix. La chambre d'agriculture. Donc on doit se revoir. Et je crois que nous, il faut orienter vers là. Et il faut démontrer aussi, nous on a un outil, vous voyez, agricole, la régie de Candy, je démontre par là que on peut faire, nous, des légumineuses de Toulouse. Et donc, ce que nous, on fait, je vais maintenant aller à la rencontre des agriculteurs de la métropole pour leur dire, voilà, aujourd'hui, vous faites des céréales. Moi, ce que je vous demande et ce que je souhaiterais, et en les accompagnant, c'est que, au lieu de faire 50 hectares de céréales, vous fassiez 40 hectares de céréales, 10 hectares de légumineuses, pour augmenter les légumineuses en Occitanie. Mais là aussi, c'est facile à dire, facile à faire, il n'y a qu'à lui demander de faire ça. Seulement, les légumineuses, c'est compliqué. Il faut que sur les 2-3 ans... Les récoltes sont incertaines. Les récoltes sont incertaines. Hein. Donc il faut que pendant les 2-3 ans, lui assurer son revenu annuel qu'il avait par exemple à l'année zéro. Vous voyez, il y a un travail à faire. Et là, c'est cette année que je vais rencontrer les agriculteurs pour aller dans cette démarche. Oui, qu'ils augmentent la production légumineuse, mais en étant quand même rassurés sur le revenu. Parce que vous savez qu'un revenu en Haute-Garonne, revenu d'un agriculteur, c'est 600 € par mois. C'est même pas le minimum vieillesse. Comment vous expliquez ça? Mais c'est qu'ils ont tellement de charges, que les gens, le local c'est compliqué, que
les portes de sortie qu'ils ont économiques, on leur Des sert. heures de travail. On leur sert. Alors, des heures de travail. Ce matin, vous voyez, je me suis allumé sur Twitter avec le délégué CGT du département qui dit, pour moi, les agriculteurs, c'est des patrons, il faut les traiter au même titre que les patrons. Seulement les agriculteurs, c'est pas les patrons de Google ou de Facebook ou autre. Enfin, je regrette, moi. Oui, c'est des patrons, mais si les patrons gagnent autant bien leur vie, qu'ils se mettent patrons. Et puis, eux, ils font les agriculteurs en une semaine, ce que fait lui en 2 semaines, par exemple. Donc moi j'ai du profond respect pour ceux qui bossent, qui se lèvent le matin tôt, qui se couchent tard le soir, qui nous nourrissent, qui essaient de bien faire, mais qui sont matraqués par les normes. Oui, mais alors, je vais vous taquiner parce que ça vous fait du bien au fond et vous êtes bon public. Vous jouez quand même au coquin macroniste et radical valoisien. Je suis radical avant tout. Parce que vous ne parlez dans votre affaire ni des banques, ni des affaires, c'est-à-dire les sociétés foncières qui servent à redistribuer les terres, je vais vite pour les auditeurs qui ne connaissent pas, ni de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, qui coûte très cher et qui rapporte peu. Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de ces acteurs-là qui participent à l'étranglement des petits agriculteurs? Les banques devraient jouer. Après, si vous voulez, moi, mon niveau et mes connaissances, si vous voulez, et ce que je vois et ce dont je suis sûr, ce dont je peux... Alors, sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais ce que je peux affirmer par rapport au vécu que j'ai en travaillant avec les agriculteurs et les rencontrer et voir leurs problématiques, c'est surtout les charges et les normes. Alors la MSA fait peut-être partie des charges. Je n'ai pas le niveau de charge de la MSA qui correspond, donc élevé. Je ne peux pas en parler. Pour un rendement faible. Non, mais il faut baisser. Une fois qu'on a dit il faut baisser, même les charges d'État, il faut baisser. Pour autant, c'est un budget. Ce budget, il faut dire, voilà, on baisse aux agriculteurs ces charges-là, donc ça coûte 10 milliards au budget général. Où trouve-t-on ces 10 milliards? Il faut être en capacité de dire, c'est 10 milliards en moins sur telle et telle ligne. Ou c'est une augmentation d'impôts, parce qu'il n'y a pas de planche à billets, donc c'est le contribuable qui paie chaque fois. Donc en fonction du budget, c'est de dire, là on diminue, parce qu'on a une vraie volonté d'accompagner, d'alléger. Par contre là, sur tel type de ligne, soit on va réduire le nombre de fonctionnaires, parce que là aussi, il faut s'y pencher. Sur la lourdeur de l'État, il y en a beaucoup trop. Moi je dis, il y a beaucoup trop de fonctionnaires d'État et d'agences qui emmerdent le monde. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup trop dans les collectivités locales aussi ou pas? Dans les collectivités locales. Parce qu'à Bercy, ils disent, nous on a fait le ménage, c'est les collectivités locales. Les collectivités locales ont fait leur ménage, et je vais vous dire que... Copains, ça c'était peut-être il y a 40 ou 50 ans. Les types, il faudrait qu'ils descendent sur le terrain et voir qu'aujourd'hui c'est plus ça. Et même aujourd'hui, comparé les gens, quand on les recrute, ils sont là pour bosser. Ils ne sont pas là pour planquer le copain, effectivement, ou le joueur de rugby, le truc. Non, il faut bosser, et dans les collectivités locales, c'est là où c'est le plus dur, et où on a les fonctionnaires les plus réactifs et les plus impliqués, parce qu'ils ont la pression de l'élu, mais aussi des habitants, au même titre que l'élu. On fait des travaux inutiles, on peut être chargé de tamponner des papiers inutiles, ça prend beaucoup de temps. Alors après, oui. Ça sert à rien. Après, il y a chaque élu, avec sa délégation, avec son service, doit faire du circuit court. C'est ce que je fais. Alors là, vous êtes tombé sur le bon élu. J'espère bien. Le fait du on va circuit vous torturer. Court. Sur les droits de place, par exemple, les marchés, il y avait 45 tarifs ou 46 tarifs. Avec des placiers qui passent. Aujourd'hui, on a 16 tarifs. Vous voyez, en un an, j'ai réduit le nombre de tarifs. Et il y a des choses à revoir. Des choses aussi à un moment, il faut que l'élu et l'administration se posent en disant, bon, voilà, depuis 30 ans on fait ça, mais est-ce que ce qui était bon à faire depuis 30 ans, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore bon à faire avec les technologies, avec le changement, l'évolution de la société? Donc il y a des choses de moins à faire autre chose. Il n'est pas nécessaire de recruter pour faire cette mission, puisqu'on va arrêter telle et telle mission. Donc c'est un travail commun entre l'administration à faire, en disant là... Vous avez supprimé combien d'emplois de fonctionnaires à Toulouse? Je ne sais pas si on en a supprimé, celle-là. Je ne sais pas. Là, je me posais la question. J'aurais pu vous le dire, mais parce que c'est transparent. C'est pas un salarial. Non, mais on a, attention, depuis 2014, nous, on demande de ne pas embaucher. C'est façon de... C'est avant, bon voilà, les services, ils pouvaient embaucher 1, 2 personnes parce qu'il y avait besoin de tout. Là, on dit non, attention, avant l'embauche, il faut qu'il y ait un genre audit, mais c'est simple. Et voilà, mais pourquoi, pour quelle raison, pour quel travail, pour quelle mission? C'est plus, ah oui, il faut un de plus, bon, on le prend, allez, le directeur le demande, on le prend. Non, on fait très attention à la masse salariale, d'autant qu'il y a moins de dotation de l'État, on a perdu la taxe d'habitation. Donc ça fait quand même 3 plus dans le budget. Donc non, on fait attention au personnel. Aujourd'hui, c'est plus comme il y a 40 ou 50 ans peut-être qu'on pouvait se permettre parce que... Ça change quoi dans la vie d'un maire d'avoir 80% de la population qui ne paye plus de taxes locales
et qui donc devient consommatrice gratuite des services municipaux. Est-ce que ça change la vie? Mais ça va, alors là, sur un an, mais ça va la changer, parce que c'est l'argent en moins. Donc ça veut dire des investissements en moins à faire. Mais est-ce que les citoyens qui ne paient plus... Les citoyens, ils se rendent pas compte, enfin ils se rendent pas compte, oui, ils se rendent compte qu'ils ne paient plus la taxe d'habitation, mais ils sont autant de demandeurs qu'avant. Et c'est à nous, c'est aux politiques, contrairement à ce qui se faisait dans les années précédentes, il y a quelques années, avant c'était oui, on va faire la salle polyvalente, 3 ans après vous aviez la salle polyvalente, oui, le gymnase. Aujourd'hui, il faut que le politique il sache dire non. Mais non, pourquoi? Parce que, voilà le coût. Nous, c'est ce qu'on fait sur les quartiers, on a une enveloppe. Après, dans cette enveloppe, si les gens veulent changer, on est parti sur des projets, ils veulent changer, c'est d'accord, bon, mais voilà, il y avait ça. Si vous voulez changer, mais il faut trouver, soit ça coûte plus cher, il faut trouver le budget, et où? Qu'est-ce qu'on enlève comme. Qu'est-ce qu'on ne fait pas du coup? Il faut responsabiliser les gens aujourd'hui, et je crois qu'aujourd'hui, ils sont capables, ils sont responsables les gens, mais il faut leur expliquer. Oui, on fait, on y va. Non, on ne fait pas, pour telle raison, parce que techniquement, peut-être c'est pas faisable, parce que financièrement, ben, écoutez, aujourd'hui on n'a pas l'argent, donc il faut le trouver soit sur d'autres lignes, à condition que d'autres lignes soient disponibles parce que telle structure ne se fait pas ou autre. Mais voilà, il faut savoir dire non aujourd'hui, alors qu'avant on disait oui presque tout le temps. Dernière question, parce que très occupé, je vous remercie de votre disponibilité. Supposons que vous rencontrez Gabriel Attal demain, vous avez lancé un appel pour qu'il écoute, il a déjà reçu la FNSEA en disant allez vous faire foutre. Vous lui demandez quels moyens, quelles mesures concrètes pour dénouer la crise. C'est taper les poings sur l'administration pour qu'ils débloquent, qu'ils appuient sur le bouton pour payer toutes les indemnisations de la MHAE, vous savez, la maladie bovine, la maladie des bovins, qui est là depuis septembre. En vigueur en Occitanie. En Occitanie, plus précisément, qui coûte cher. Et le vétérinaire, enfin, là, tout de suite, vous payez tout de suite. Les crédits sont débloqués, c'est voté, il n'y a pas de. Donc, accélération, on n'attend pas un mois, 2 mois, accélération. Gel de la taxe sur le gasoil, génère. Il faut le laisser, ça ne veut pas pourquoi on va emmerder les gens pour ça. Enfin, ça pourra se faire peut-être plus tard, mais en lien avec eux, en dialogue et en accompagnement. Voilà. Et ensuite, diminution, entente, une meilleure coordination interministérielle entre le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Économie, parce que là, regardez pour les haies, planter une haie, c'est 14 règlements différents. C'est incompréhensible. Qu'il y en ait un, ok, pourquoi pas? Il faut planter la haie comme ça. Mais 14, comment voulez-vous que le gars il s'y retrouve? Surtout que certaines sont contradictoires. Donc... Bon, eh bien, nous avons trouvé un élu qui croit au Père Noël. On le félicite. Ah, je crois à la vérité, à l'action et à l'énergie. Bon, merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup.